C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être présent à ce webinaire. Juste, vous le savez, pour les personnes qui sont habituées au webinaire Altares, il est 11 heures. On va commencer officiellement à 11h03, histoire de laisser le temps des nombreux inscrits à ce webinaire de quitter leur précédente réunion et puis de se connecter. Je demanderai à nos deux intervenants, Gilles et puis Cyril, de pour l'instant couper vos caméras, puisque on va commencer dans quelques minutes. Alors, pendant que les différents participants arrivent, on est sur ce thème de la facturation électronique avec un angle d'optimisation du cash. Donc, évidemment qu'on va parler du processus, on va faire un rappel des règlements, mais on va aussi avoir un angle plutôt très opérationnel sur ce webinaire. Voilà, je ne vais pas forcément dévoiler l'agenda, je laisse les personnes arriver. Voilà, bonjour à tous. Je vois que différentes personnes se connectent encore. Parfait. Bonjour, vous avez le chat. Pour les personnes qui se connectent, je le disais, il y a quelques secondes, nous allons commencer à 11h, 11h03, 11h04, histoire de laisser tout le monde se connecter. Voilà, je vois encore que ça se connecte, donc je le disais, on va commencer dans quelques minutes ce webinaire. Alors, peut-être vérifier quand même quelque chose de basique. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Sébastien alias, est-ce que tu peux juste me dire dans le chat que tu m'entends bien? Ouais, ok, c'est super. Merci Sébastien, merci à tous. Un petit détail à vérifier. Voilà, je vois encore des personnes qui se connectent. Je crois que de mémoire, ce matin, on avait quasiment plus de 130 personnes inscrites. Et on va laisser les gens arriver progressivement. Alors, en termes de participants, pour votre information, il y a à la fois des institutions financières, je ne vais évidemment pas lister de noms, des entreprises du segment corporate, je vois de l'énergie, de l'industrie, des acteurs du recouvrement également. Je comprends que ça puisse évidemment vous intéresser. Voilà, donc on a à peu près un nombre qui ne bouge plus en termes d'inscrits, donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, merci à tous d'être présents à ce webinaire. C'est la première fois qu'Altares, en son propre nom, organise un webinaire sur la facturation électronique, avec évidemment un acteur de renom qui est Esker. Mais ce qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est comment la facturation électronique, et on va vraiment tout le processus, va pouvoir améliorer la trésorerie et le cash. Quelques informations sur ce webinaire. Il est bien sûr enregistré, donc vous recevrez un email de remerciement avec le replay, la présentation. Concernant vos questions, je vous invite à les poser dans le chat. Alors, il y a deux options dans Livestorm, les questions ou le chat. Vous faites votre choix. Nos intervenants tenteront d'y répondre dans le temps qui est imparti. Sinon, ne vous inquiétez pas. Les questions seront envoyées à nos experts, soit chez Altares et ou chez Esker, pour qu'on vous apporte une réponse rapidement. Okay. Alors, la facturation électronique, quand on parle de ce thème-là, on doit normalement regarder ce qui se passe au niveau de l'Italie, puisque vous le savez, l'Italie a commencé la facturation électronique il y a quelques temps maintenant, et la France et d'autres pays, j'ose dire, imposeront la mise en place de ce processus à partir de l'année 2024.
Ça peut nous sembler loin, mais ce nouveau processus qui est longuement documenté va nécessiter, en tout cas c'est notre avis, une prise en main assez tôt par les entreprises, car elle va engendrer des changements majeurs dans leur relation avec les clients et les fournisseurs. Ça semble évident. La relation va être totalement digitalisée. Eskia va nous expliquer ça. Les processus d'envoi de factures vers les clients ou encore la réception des factures par les fournisseurs devra être totalement revue dans les entreprises. On pense que la facturation électronique va amener les clients qui vont recevoir la facture à plus rapidement honorer celle-ci. Alors, le cas d'Italie est intéressant car il montre que ce n'est pas forcément le cas. Même l'étude des comportements de paiement d'Altares, je vous ai mis ici c'est pas le lien, mais la une de ce document que vous retrouvez sur altares.com. Donc, l'étude des comportements de paiement qu'a publié Altares il y a quelques temps montre que l'Italie a gagné en DSO un jour. Ils sont passés de 19 à 18 jours, avec quand même 40% des entreprises qui payent leurs factures en temps et en heure, 60% qui dépassent le délai. Alors, quelle sera la situation de la France? On sera, Altares, un observateur avisé et attentif de cette optimisation ou pas du DSO après la mise en place de la facturation électronique qui, on va le voir avec Esker, c'est très progressif à partir de l'année prochaine. Mais en fin de compte, cette facturation électronique va néanmoins permettre aux fournisseurs d'être certains que la facture a bien été reçue par le client. On le voit encore chez Altares récemment sur un salon la semaine dernière, des grandes entreprises qui n'ont pas forcément bien optimisé toutes les données identitaires. Donc c'est pour ça que chez Altares, on voit aujourd'hui une demande croissante de ce qu'on appelle la fiabilisation des données clients. Donc toutes les données identitaires, adresses, le numéro de TVA, le numéro de sirène, le DUNS number, pas mal de données identitaires, afin que ces entreprises soient prêtes et disposent ainsi pour l'année, lorsque la facturation électronique va être mise en place, et bien qu'elle dispose de l'ensemble des données et que le processus de facturation ne soit pas obéré par des erreurs, j'allais dire même simples, de coordonnées, de sirènes ou même de clients inactifs. C'est pour ça que nous avons souhaité animer ce webinaire avec un agenda, vous le voyez à l'écran, où on va évidemment avec Esker et puis rappeler les échéances légales de la facturation électronique. On verra justement pourquoi la fiabilisation des données des tiers, notamment des clients, est une étape importante en amont. Et certains d'entre vous, certains clients, commencent à anticiper cette démarche, et c'est important. Le processus de facturation électronique, des schémas, des processus, des workflows, là c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Gilles de chez Altares, Gilles Lambert, que vous connaissez, rappellera les conséquences du retard de paiement. C'est toujours bon de rappeler les conséquences. Et puis, j'évoquerai avec vous le diagnostic gratuit qu'Altares propose justement pour amorcer cette fiabilisation des données identitaires. En termes de speaker, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Violette de chez Esker. Tu es, Cyril, Business Development Manager chez Esker. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, Cyril Violet, donc je représente Esker. Donc, je travaille pour Esker depuis maintenant 6 ans sur la partie order to cash. Donc, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises sur le déploiement de solutions visant à améliorer leur processus métier, plutôt de la finance et de la gestion financière de l'entreprise, et également au niveau des services clients. Donc, avant de me spécialiser sur l'order to cash, j'ai aussi eu la chance de déployer des solutions purchase to pay. Donc, c'est pour ça aussi je suis à même de vous parler des deux types de processus. Merci Cyril. Parle un tout petit peu plus fort peut-être. D'accord, ok. De parole, mais bon, voilà. Je rapproche mon micro. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis Gilles Lambert, merci de te joindre. Je connais bien Gilles évidemment, de te joindre par rapport à nous, notre expert product marketing sur le risque, le délai de paiement, DSO, cash, etc. Tu animes récemment des événements avec la FDCC, on t'a vu sur différentes vidéos. Un petit mot néanmoins pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc Gilles Lambert, j'ai
une longue expérience sur la vente des solutions risques, notamment destinées aux credit managers. Donc voilà, et j'essaye de mettre cette expérience, ces expériences au profit de cette nouvelle fonction de Product Marketing Manager. Donc, mon but est d'évaluer, anticiper l'évolution de nos marchés et présenter nos propres évolutions à notre marché, donc principalement Credit Manager, direction financière. Voilà, et je suis enchanté de faire partie de ce webinaire avec toi, Laurent. Merci, merci beaucoup. Et avec Eskia, bien sûr. Je vous le redis, hein, vous pouvez poser vos questions pour les personnes qui viennent de se connecter dans le chat. Et on va commencer. On va commencer avec Eskia, avec toi, Cyril, sur les objectifs des échéances légales. Donc, je coupe ma caméra, je coupe mon micro, Cyril, mais tu me demandes de passer des slides suivants et je le ferai avec plaisir. Je te ferai un petit geste. Oh, tu me le dis clairement, ça suffit. Ok, merci. Donc les objectifs et les échéances donc légales donc sur la facturation électronique. Alors je vous propose de démarrer tout d'abord avec quelques chiffres. La slide suivante. Donc quelques chiffres. Alors pêle-mêle, on va retrouver en fait un chiffre de 15 milliards d'euros en fait qui est un constat, hein, qui est l'écart entre la TVA attendue et celle qui est effectivement perçue en France. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent. À noter que ça représente quand même 147 milliards au niveau européen. Donc il y a fort à faire sur le sujet. À noter qu'en France s'échangent 2 milliards de factures B2B chaque année et que seulement 20% de ces factures-là sont transmises et réceptionnées au format 100% électronique. Donc, il y a aussi beaucoup de travail sur le sujet de la digitalisation. Toutes ces factures sont générées et transmises par 4 millions d'entreprises qui sont assujetties, donc elles se répartissent à peu près de la manière suivante. On va retrouver 300 très grandes entreprises et 6 000 entreprises de taille intermédiaire. Je te propose de changer de slide. Si Cyril, tu peux parler un tout peu plus fort, un ton plus haut, ça serait Eh très, ben, très bien. je vais parler Voilà, un petit peu plus fort. Alors. Je vais donner de la voix. Donc les objectifs de la réforme, il y en a plusieurs. Hein. Il y a aussi des notions de renforcer la compétitivité des entreprises, puisque en facilitant les échanges et la diffusion et le traitement du processus de traitement des factures, on peut ambitionner une réduction des délais de paiement. Hein. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Laurent, notamment au niveau de l'Italie qui en a déjà l'expérience. Il y a aussi une lutte claire et avouée, hein, qui est de lutter contre la fraude à la TVA, mais également aussi pour l'État français de pouvoir piloter plus efficacement donc l'activité des entreprises avec une vision quasi instantanée de la situation commerciale du pays, ce qui peut aussi être un bel outil d'aide à la décision, et donc faciliter aussi pour les entreprises les déclarations de TVA. Donc depuis le lancement de ce projet, il y a eu déjà différentes échéances qui ont eu lieu depuis 2020. Hein. À noter que en fait, il y a eu des ateliers qui ont été lancés par les DGFiP avec des consultations d'entreprises, alors à la fois de prestataires tels qu'Esquerre spécialisés dans la dématérialisation, mais également de clients types, hein, qui seront potentiellement utilisateurs des plateformes immatriculées demain. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que ça a permis notamment dans le cadre d'ateliers complémentaires un peu plus intimes, si je puis dire, où étaient conviés une dizaine d'éditeurs, d'intervenir dans les sujets et d'avoir une participation active au projet. Donc il y a eu différentes publications, notamment des spécifications attendues, et en l'occurrence, désormais, nous disposons d'un ensemble d'éléments qui permettent de savoir où nous allons sur ce sujet. Je vous propose de passer maintenant à quelques dates qui vont nous permettre de visualiser à quelle échéance les entreprises françaises seront touchées aux dépens de leur taille. Donc je te laisse poursuivre sur la slide suivante, Laurent. Donc les dates sont les suivantes. Alors, à noter que quand on parle de taille d'entreprise,
on ne va pas parler de la taille du groupe, on va parler de la taille, je dirais, de l'entité légale. Donc en fait, on va avoir dès le 1er juillet 2024 l'obligation pour toutes les grandes entreprises de plus. Alors, il doit y avoir une animation, s'il te plaît, si tu peux me dérouler la slide en totalité, parce qu'il me manque quelques éléments. Donc, toutes les entreprises dès juillet 2024 de plus de 5000 employés et ou ayant un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros. Et donc, ces entreprises-là vont avoir l'obligation d'émission, mais par contre, à cette date-là, toute entreprise sera aussi dans l'obligation de réception des factures au format dématérialisé. À partir de janvier 2025, cette obligation va s'étendre à toutes les autres entreprises de 250 jusqu'à 5000 employés et ou de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 milliard. Et à partir du 1er janvier 2026, ça viendra s'appliquer à toutes les autres entreprises, donc tout le monde sera touché à cette échéance-là. Alors sur la slide suivante, on va pouvoir voir quels sont les attendus en termes d'échange d'informations. Je te laisse passer toute l'animation, on va afficher directement tous les éléments et je vais vous en parler. On parle du fameux modèle en Y. Donc voilà à quoi vont ressembler les échanges de demain, à la fois pour diffuser des factures et à la fois pour les recevoir. Donc les entreprises auront donc l'obligation de transmettre toutes les données de toutes les factures donc en B2B domestique, hein, c'est-à-dire que entre les entreprises françaises qui émettent et qui reçoivent des factures, de transmettre les données à l'administration fiscale. Donc il y aura deux options possibles, puisqu'on va retrouver deux cas de figure. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma Y, on a en plein centre le portail public de facturation qui lui communique directement avec l'administration fiscale. Et on va retrouver deux typologies d'entreprises. Les entreprises CED qu'on retrouve en haut, qui elles vont utiliser les services d'une plateforme immatriculée, et les entreprises A et B, qui elles ne vont pas utiliser les services d'une plateforme immatriculée. Donc la grande différence qu'on va avoir entre ces deux typologies d'entreprises, c'est que l'entreprise A ou l'entreprise B, que ce soit pour l'émission ou la réception des factures, vont passer par un process manuel de dépose ou de récupération des factures sur le portail public de facturation. Les entreprises, elles, CED, qui utilisent le service d'une plateforme immatriculée, vont pouvoir automatiser complètement ce processus, à la fois au niveau de la diffusion des factures, mais également au niveau de la réception des factures. Je veux dire, c'est même peut-être sur ce point-là où les choses sont souvent plus complexes, c'est-à-dire d'aller chercher une facture fournisseur pour pouvoir la traiter et la processer en interne, parce que le processus de traitement est souvent un peu plus complexe que celui juste de récupérer la facture. Et donc, ce schéma-là va permettre aussi de préserver les écosystèmes existants, puisque grand nombre d'entreprises utilisent déjà les services de prestataires pour automatiser leur processus de facturation entrante et sortante. Et qui plus est, ces plateformes immatriculées vont aussi avoir la capacité d'aller interroger en temps réel un annuaire central des entreprises qui permettra au bon aiguillage des factures lors de leur diffusion, et donc permettra aussi des contrôles en amont de la diffusion pour fiabiliser cette diffusion et le bon traitement ensuite de ces factures. Alors sur la slide suivante, on va voir quelques éléments qui sont obligatoires donc, sur ces factures, des données obligatoires de l'invoicing. Donc dès à présent, donc, dès 2024, on aura un certain nombre d'informations d'entête qui vont être obligatoires. Donc certaines sont déjà présentes dans vos systèmes d'information, mais je vous laisserai relever que vous allez devoir enrichir aussi vos bases clients de ces données-là. Et en 2026, il y aura encore plus d'éléments demandés, notamment au niveau des lignes de détail. À noter que ces informations doivent être à la fois présentes sur le document au format structuré, puisqu'en termes de format, on pourra s'échanger des formats structurés sur ces données de facturation, mais également à faire figurer sur la version lisible de ce document structuré. Alors, entre autres pour ces sujets-là, mais aussi pour d'autres, on va voir désormais pourquoi anticiper le passage à la dématérialisation donc
sur la slide suivante. Pourquoi anticiper? Déjà pour ce sujet-là, mettre à jour vos informations au niveau de vos bases clients. Il y a aussi base tiers, hein, parce que c'est base client et également les bases fournisseurs. S'éviter aussi un goulet d'étranglement, puisque aujourd'hui, il faut noter que les ressources chez les prestataires et les partenaires de demain en termes de plateformes immatriculées, les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, si vous ne voulez pas être tributaire, je dirais, de la bande passante de votre prestataire, mieux vaut s'y prendre un peu en amont, ce qui vous permettra dès à présent déjà d'obtenir beaucoup de bénéfices liés à l'automatisation et à la dématérialisation de vos process. On va avoir aussi s'éviter je dirais des sanctions financières, hein, puisque on parle d'amende de 15 € par facture ou 250 € par transmission. Et également maintenir aussi les bonnes relations avec votre écosystème, hein, que ce soit vos clients, vos fournisseurs, mais également l'administration fiscale. C'est toujours mieux d'avoir des bonnes relations avec l'administration fiscale. Et aussi d'une manière plus générale pour optimiser dès à présent ces processus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si Esquire est une entreprise qui est en place depuis tant d'années, on a déjà beaucoup de clients qui ont franchi le cap de l'automatisation et de la dématérialisation de ces processus-là. Et ils ont fait ces choix-là, non pas par obligation fiscale, mais parce qu'il y a un réel intérêt en termes d'efficacité, en termes de gains de productivité pour les entreprises, mais également de confort de travail pour les employés. Donc, je vous propose maintenant sur la slide suivante de voir quelles sont les prochaines échéances de ce planning lié à ce projet. Alors, il y en a déjà un certain nombre qui ont déjà eu lieu, mais sur celles que nous allons attendre, alors les dernières en date, c'est-à-dire au mois d'octobre, on a eu les nouvelles versions des spécifications attendues au niveau des plateformes immatriculées. À noter que la date à laquelle avaient été attendues les candidatures à la base pour l'immatriculation, qui était en septembre 2023, vient de changer. Et donc, les candidatures à l'immatriculation vont pouvoir être ouvertes dès 2023. Et donc, ensuite, en 2024, début 2024, on va avoir le lancement d'une phase pilote qui va permettre de tester tout ce qui aura été imaginé dans le cadre de ce projet. Et à partir de juillet 2024, la première phase de déploiement avec les très grandes entreprises, comme évoqué précédemment. Donc, je vous propose maintenant de laisser la main à Laurent, hein, qui va vous parler de la fiabilisation des données tiers. Merci Cyril. Tu as quelques petites questions dans le chat. Normalement, tu peux y répondre directement si tu veux, mais on va prendre le temps. Oui, écoutez, je peux déjà répondre aux questions qui m'apparaissent. Alors, j'en ai une sur la partie B2C. C'est vrai que dans ce volet-là, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un sujet. En fait, toutes les transactions qui vont avoir lieu, alors, soit avec une entreprise en dehors de la France, donc les facturations à l'international, soit les facturations envers le particulier vont faire l'objet d'un flux parallèle à ce flux évoqué précédemment, qu'on appelle l'e-reporting. Et donc, il y aura un e-reporting qui sera fait de ces données de facturation pour les clients particuliers et pour la facturation à l'international. Il y avait une autre question sur ce qu'on appelle les plateformes immatriculées. Ce sont ce qu'on appelle les prestataires, c'est bien ça? Oui, alors à ce jour, il y aura deux typologies identifiées de prestataires. Il y aura les plateformes immatriculées qui, elles, auront vraiment la capacité d'automatiser à 100% ces processus de réception et d'émission des factures. Et il y aura les opérateurs de démat qui seront un peu entre les deux et qui seront sur une automatisation un peu plus amoindrie, si je puis dire. Ok. Merci Cyril. On va continuer justement parce que cette fiabilisation des données tiers que j'évoquais en introduction, qui a été abordée par Cyril dans l'ensemble des données qui vont devoir être insérées dans le format de la facturation électronique, eh bien, c'est ce qu'on appelle chez Altares la fiable des données, la fiabilisation des données. On le fait tous les jours pour de nombreux clients et on va regarder comment ça fonctionne.
le schéma en Y qu'a évoqué Cyril, je propose que Gilles, tu nous l'expliques, mais avec un angle data, hein, parce que c'est un peu notre métier. Je te laisse la Ouais, parole. tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Laurent et merci beaucoup aussi à Cyril de nous avoir fait ce rappel à la loi et présenter à la fois le schéma en Y et le set de données qui va être nécessaire effectivement pour avoir cette fluidité lors de l'implémentation de la facturation électronique. Alors, c'est effectivement un point important, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de nos discussions avec Cyril et nos amis d'Esker. Ce point, effectivement, est juste stratégique. Je vais prendre l'exemple un exemple passé dans mon expérience de vente. Je rencontrais régulièrement une entreprise qui facture à peu près à 400 000 clients à l'année et qui avait des résultats en termes de DSO, en termes de retard de paiement, qui sont tout à fait exceptionnels, les meilleurs que je pouvais constater. Euh, et une des raisons principales, effectivement, c'est d'avoir effectivement d'abord une fluidité dans les différents passages, dans la facturation, dans le passage de la commande à la facturation et même au début de la prospection. Et un point qui était fondamental pour cette fluidité, pour cette entreprise, c'était la qualité de sa base client. Donc, imaginons 400 000 clients avec un taux d'exactitude de 99,99% de sirènes. Ça évite effectivement pas mal d'anomalies, pas mal de contraintes qui sont liées à une facturation qui ne se fait pas correctement. Donc, notre expérience à nous, puisque Laurent le disait, nous travaillons régulièrement pour nos clients pour fiabiliser, nettoyer, enrichir les bases clients ou les bases fournisseurs d'ailleurs. Notre expérience montre que nous avons entre 5 et 10% des fichiers que nous recevons qui ont soit un sirène manquant, soit de manière même plus courante, des sirènes erronées. Vous allez dire comment on peut effectivement arriver à cette situation d'avoir un sirène erroné. Bon, il peut y avoir la problématique de la saisie manuelle du sirène, ça c'est la première chose. Mais un sirène change, peut évoluer avec le temps. Vous avez parfois des fusions qui font qu'effectivement un sirène peut disparaître au profit d'un autre, par exemple. Mais si on n'a pas l'information, on ne saisit pas l'information, du coup on va continuer à travailler avec un sirène qui finalement est fermé. Donc ça peut effectivement générer quelques anomalies. Et d'autre part, on peut aussi avoir des changements de forme juridique, ou tout simplement des changements organisationnels au sein de certains groupes qui font que les numéros sirènes changent. Donc, comme je vous le disais, effectivement, peut-être le premier point, un des points de vigilance que vous devez avoir lorsque vous allez passer sur la facturation électronique, c'est la qualité de votre référentiel et surtout, n'hésitez pas à contrôler parce que réellement, c'est entre 5 et 10% en moyenne. Les conséquences, si vous n'avez pas effectivement cette information, vous voyez, j'ai insisté notamment dans mon slide sur le fait qu'il fallait à la fois avoir le numéro sirène, mais la facturation électronique va vous imposer également d'avoir le numéro de TVA intracommunautaire de votre client au moment de la facturation. Donc il faudra aussi faire probablement de l'enrichissement parce qu'on constate rarement la présence et du sirène et du numéro de TVA en même temps. C'est souvent soit l'un, soit l'autre. Bon, l'enrichissement, c'est quelque chose qu'on gère assez facilement. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement complexe pour une société comme Altares. Les conséquences pour vous, si effectivement il y a erreur sur le sirène ou sirène manquant ou numéro TVA manquant, bien évidemment, l'État a prévu des pénalités en cas de mauvaise déclaration, que ce soit au niveau de l'invoicing ou au niveau de l'e-reporting. Donc, je parle sous contrôle, hein, mais j'ai entendu effectivement 15 € en cas de mauvaise facturation et 250 € pour la mauvaise mauvais e-reporting, donc c'est un point qui est important. Mais vous avez également des conséquences en cascade qu'il faut noter, qui seront également importantes. Ça va effectivement nuire à la productivité de vos équipes, parce qu'ils vont devoir aller chercher en urgence des numéros sirènes. Ça va effectivement contraindre parfois les services commerciaux à rappeler leurs clients, et on sait qu'ils n'adorent absolument pas ça, et j'en suis témoin. Donc bien évidemment, un impact sur la productivité des équipes,
une augmentation des retards, parce que si la facture doit être faite, ben, c'est autant effectivement de jours de retard pris sur le délai normal. Et donc de par une augmentation des retards, mais également des tensions qui peuvent également arriver entre fournisseurs et clients. On peut se reprocher chacun de ne pas avoir communiqué la bonne information au bon moment et donc d'avoir produit une mauvaise facture. Donc vous voyez effectivement, un point important, c'est les pénalités bien évidemment, mais des conséquences également en cascade. Et pour reprendre mon exemple, avoir une fiabilisation quasi parfaite, parce que 100 c'est extrêmement compliqué, mais quasi parfaite de sa base client, peut emmener effectivement à avoir des résultats de retard de paiement ou de taux d'impayés qui sont extrêmement bas. Je vois une question sur justement, pourriez-vous donner une fourchette de cette très bonne DSO? Ben, dans le cas présent, puisque c'était un gros 6 avec des facturations de 300 ou 400 euros, son DSO était situé entre 25 et 30 jours, mais surtout la partie retard était de 0,3 jours, alors qu'en moyenne, le retard de paiement constaté en France est de l'ordre de 11 à 12 jours en fonction effectivement des situations. Donc voilà, effectivement, j'espère que j'ai répondu à la question. Laurent, je pense qu'effectivement, le sujet fiabilisation est important. Je te laisse la parole Oui, pour merci. que tu puisses évoquer ça. Ouais, merci Gilles. Pour la question sur nos délais de DSO, je vous renvoie vers notre étude que nous éditons trimestriellement, qui donne pas mal de statistiques par secteur d'activité, par pays, sur les délais aujourd'hui. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un DSO le plus optimisé. Alors justement, cette fiable de tiers, elle est impérative, je le disais, avant tout engagement de la facturation électronique. Certains d'entre vous qui sont présents à ce webinaire et d'autres clients nous ont déjà contactés pour commencer à engager ce travail-là. C'est un travail qui est relativement rapide chez Altares, puisque vous allez normaliser vos tiers, éviter la création, identifier la création de doublons, de triplons. Juste une petite parenthèse, on avait un client il y a quelques temps qui avait 11 fois le même tiers client dans sa base de données. Donc, les commerciaux créent le tiers, donc 11 fois, évidemment, on n'en fait qu'un seul, avec des facturations différentes. Bon. Vous allez identifier avec certitude le siège du tiers ou encore les sociétés qui sont inactives. Là aussi, je vous disais, j'étais à un salon la semaine dernière, on a présenté un diagnostic à un prospect et il s'avérait qu'il y avait 2-3% du parc de clients qui étaient inactifs, c'est-à-dire que l'activité de l'entreprise, elle a fermé, elle n'est plus existante. Donc là, lorsqu'on ne va pas forcément émettre de facture vers ces gens-là. Chose intéressante, c'est si vous avez des tiers qui sont évidemment à l'international, c'est notre métier de renforcer ces données-là, évidemment sur la partie France, mais également sur la partie internationale. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant d'avoir cette couverture-là. Ça, c'est aussi important puisque Cyril, rappelle-moi, tu peux juste réactiver ta caméra et ton micro, mais la facturation électronique va être aussi imposée sur une relation internationale. Oui, tout à fait. En fait, ça fera l'objet de la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, notamment sur le B2C. Ouais. Ça fera l'objet d'un e-reporting, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le même processus de transmission des données de ces factures que pour une facture domestique. Merci pour cette petite précision, j'avais un doute. Et évidemment, vous êtes alerté en cas de changement, parce que toutes nos données sont évidemment monitorées pour être intégrées. Alors justement, être intégrées dans quoi? Eh bien, dans cette grande organisation que nous rencontrons chez les clients, que ce soit alors les CRM dans à peu près 30% des clients, mais souvent directement dans les ERP, dans quasiment 60% d'entre eux. Et puis, dès qu'on est sur l'activité procurement, supply chain, etc., dans les SRM. Alors, tout ça communique comme vous le voulez, comme vous le faites. Mais en tout cas, nous, nos données que nous livrons, la fiabilisation que nous livrons, sur format fichier, sur format FTP sécurisé, etc., en API bien sûr, eh bien, on va les intégrer dans l'outil qui va être le plus opportun pour vous.
que ce soit du Salesforce vers SAP, que ce soit du Evalua vers un ERP, que ce soit de l'ERP Sage ou Cegid, ou tout ce qui est en SaaS, etc. Donc, voilà où est-ce qu'on va nous intégrer, comme vous le souhaitez, vos données. Alors, généralement, on les intègre dans une seule source pour pouvoir faciliter le processus. Mais en fin de compte, c'est très important que cette FIAB elle soit ensuite mise à jour dans votre outil de gestion qui va générer la partie facturation. Là, on a des équipes de conseil, d'avant-vente, de management de projet pour vous aider à faire tout ça. Au niveau, j'ai quelques exemples de FIAB, c'est des choses assez classiques. Voilà, on arrive à identifier un identifiant interne, pardon, que vous nous en transférez. Vous nous envoyez ce que vous avez comme données. Hein, est-ce qu'il y a un numéro, une adresse, un code postal, un numéro de TVA. Vous nous envoyez ce que vous avez et on enrichit à peu près 90% de manière automatique. Le reste, c'est peut-être de la recherche manuelle, parce que votre information n'est pas assez précise. Juste un petit chiffre, hein, nous avons dans notre base de données 450 millions de tiers dans le monde. Il y a le choix, mais il faut normalement qu'un seul choix. Donc ça, on arrive à le faire. Donc on enrichit en tout ce que vous avez, tout ce qui va être nécessaire à la facturation électronique. On vous met même le DUNS number, hein, ce numéro unique qui a été inventé par Dun & Bradstreet il y a maintenant quelques décennies. Et on vous met même le numéro d'identifiant local. Évidemment, on pense en France au sirènes, qui est facilement trouvable, hein, mais l'identifiant local sur des sociétés étrangères, c'est pas forcément évident, la source n'est pas forcément immédiate, et on a cette information-là. Ce que je voulais vous dire, une base de référence, on va vous mettre tout ça. Alors, Cyril, on repasse sur Esker. Comment, au-delà de la partie rappel des lois que tu nous as mentionné tout à l'heure, comment Esker optimise ce processus de facturation électronique? On va rentrer un petit peu dans ce sujet-là et de ce que nous faisons dans ce domaine-là. J'aimerais quand même en préambule juste rebondir sur le point évoqué précédemment. Avec un ton un tout petit peu plus haut, toujours Cyril, excuse-moi. Je rapproche encore mon micro et voilà. je parle un peu plus fort. Voilà. Oui, j'aimerais d'abord rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau de la fiabilisation des données, parce qu'au-delà des aspects obligations légales qu'on évoque pour obtenir les bonnes données et diffuser correctement les factures demain, on parle aussi beaucoup d'automatisation dans notre métier, hein, et automatisation du traitement, notamment quand on a des documents entrants tels qu'une facture fournisseur ou une commande client, hein, qui n'est pas concernés par ce type de projet, mais où on retrouve les mêmes mécanismes. Pour pouvoir automatiser réellement ces flux, on a besoin de données, on a besoin que les référentiels clients et fournisseurs soient le plus clean possible. C'est en se basant donc en s'appuyant sur ces données-là qu'on va fiabiliser de l'automatisation derrière. Donc je referme cette petite parenthèse et je vous propose de découvrir le périmètre fonctionnel donc, de notre plateforme. Donc en fait, Esker, pourquoi choisir Esker sur un tel projet? J'aurais tendance à vous dire parce que nous sommes les meilleurs, mais vous ne croyez pas sur parole. Donc en fait, pourquoi? En fait, Esker est une entreprise qui a déjà plus de 35 ans d'antériorité sur ces sujets, donc on ne découvre pas la digitalisation et la dématérialisation des factures avec cette nouvelle réforme. Puisqu'en fait, notre solution est déployée aujourd'hui à l'international au travers de nos 14 filiales. Et les sujets que nous rencontrons maintenant en France, on les a déjà découverts par le passé, en Italie, comme on l'évoquait en préambule, mais également dans des pays d'Europe du Nord, en Amérique latine et aussi dans 60 pays à travers le monde. Déjà, notre solution, elle a déjà cette vocation à être dans le respect des obligations fiscales et légales dans plus de 60 pays. Au-delà de cela, on a également, je dirais, des capacités techniques à faire valoir, puisque nativement, en fait, notre plateforme est une plateforme qui est multicanal et multiformat. Donc, je dirais des transformations de documents pour pouvoir les mettre dans un format attendu, ce sont des choses dont nous avons l'habitude, et utiliser des canaux différents, que ce soit pour la diffusion ou la réception des factures, ce sont aussi des choses
dont nous avons l'habitude. Donc je dirais que sur ce qui va être attendu en 2024, bien entendu, il y aura des adaptations qui seront faites, mais je dirais les compétences techniques et fonctionnelles attendues pour ce projet-là sont des choses bien connues chez Esker. Et Esker a une volonté qui est clairement avouée, qui est d'être et de fournir donc une solution qui sera 100% conforme avec les prérequis de facturation électronique en France. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter sur le sujet. Une fois que cela est dit, c'est-à-dire que là on parle essentiellement tuyaux, format de fichier, être dans le respect des obligations de dépôt de ces informations sur le portail de facturation. Au-delà de cela, et c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante, au-delà de ça, il y a des besoins de métier. Derrière ces besoins de respect des lois fiscales et de respect des techniques, des données techniques attendues dans la diffusion et les formats de diffusion, il y a des besoins métiers, des réels besoins métiers qui interviennent au niveau de ces deux grands processus qu'on retrouve dans toutes les entreprises, qui sont les processus procure to pay et order to cash. Donc Esker, qui est spécialisé sur ces deux processus depuis maintenant plusieurs décennies, donc on sait très bien faire à la fois du P2P et à la fois du O2C. Nous ne découvrons pas l'un ou l'autre de ces cycles avec cette nouvelle loi fiscale. On va adresser aussi plein d'autres besoins métiers. Donc, par exemple, sur la partie procure to pay, au-delà de la diffusion et de la réception et du traitement automatisé de la facture fournisseur, on va avoir des solutions pour gérer le sourcing au niveau des fournisseurs, pour ensuite gérer vos fournisseurs en termes de données, gérer leurs contrats, optimiser votre processus de gestion des engagements et des commandes auprès des fournisseurs. Alors des solutions également qui vont vous permettre de dématérialiser de bout en bout vos notes de frais et également des solutions pour gérer le paiement de ces factures fournisseurs. Sur la partie order to cash, on a également un périmètre fonctionnel qui va influer sur différents services et différents processus autour de vos clients, puisqu'en fait, on va faire du credit management avec une solution qui va vous permettre de gérer le risque client, mais également de fiabiliser et faciliter l'ouverture de compte de vos nouveaux clients, des solutions qui vont aussi permettre le traitement automatisé des commandes clients, peu importe le format ou le canal par lequel elles sont transmises. Bien entendu, on fait également de la diffusion de factures en réponse avec les obligations fiscales dans plus de 60 pays qui embarquent également un module de paiement en ligne. On va également faire du recouvrement avec notre plateforme. Et donc, sur les deux dernières solutions qui sont nées dans notre portefeuille de solutions clients, on va retrouver la gestion des réclamations et des demandes de déduction et la gestion également des encaissements clients. Donc, ce qui permet en fait à nos clients, au-delà de diffuser leurs factures ou de réceptionner leurs factures fournisseurs, de proposer vraiment un périmètre fonctionnel très très large qui va permettre de satisfaire tous les besoins opérationnels métiers liés à chacun de ces deux processus et apporter vraiment une vision à 360 degrés sur chacun de ces deux grands processus financiers et de gestion. Je vous propose juste de passer sur les deux slides suivantes, donc à savoir le fonctionnement un peu plus détaillé de ces solutions de facture fournisseur et de facture client. Donc, comme je vous l'ai expliqué, en fait, dans ce diagramme, vous allez voir les différentes étapes du processus de traitement d'une facture fournisseur sur notre plateforme. Donc la première étape est la soumission de la facture par le fournisseur et comme expliqué, déjà, nous sommes une solution multicanal. Notre philosophie n'est pas la contrainte, mais plutôt l'adaptation et la flexibilité. Donc on va aujourd'hui adresser l'ensemble des canaux déjà existants pour la transmission d'une facture. Alors le courrier, bien entendu, nécessitera d'être scanné préalablement, mais on va être capable, que ce soit du scan de courrier, de l'email, de l'EDI ou même la dépose sur votre propre portail fournisseur d'une facture, d'automatiser son traitement dès sa soumission. Donc avant même qu'un opérateur n'intervienne sur une facture réceptionnée, on va avoir en fait un moteur d'intelligence artificielle qui va déjà travailler sur le document reçu pour pouvoir extraire un maximum de données et identifier déjà s'il s'agit d'une facture avec ou sans bon de commande, puisque selon le cas, on va avoir un processus de traitement qui sera légèrement différent. Comme par exemple, pour une facture qui serait sans bon de commande, on va soumettre le résultat de l'extraction à un comptable fournisseur qui lui pourra éventuellement valider ce qui a été fait par l'outil
voire même le corriger ou l'enrichir aussi avec un traitement analytique un peu plus poussé de cette facture. Et donc, la solution va être auto-apprenante. Donc, ce qui fait que la prochaine réception de cette facture de ce même fournisseur, d'une facture de ce même fournisseur, va être encore plus automatisée parce que la solution sera rappelée du traitement analytique, mais également des corrections sur l'extraction qui auraient pu être faites. Ça étant dit, une fois que le comptable va valider cette facture va pouvoir être comptabilisée dans l'ERP en bon à payer bloqué, en lançant en parallèle un workflow de validation de ce bon à payer qui va permettre d'obtenir les différentes étapes de la validation et du déblocage du bon à payer après le dernier valideur directement dans l'ERP et avec un archivage pendant 10 ans donc, de cette facture. Donc ça, c'est la facture avec sans bon de commande. Sur la facture avec bon de commande, on va se nourrir en fait de vos référentiels, notamment de commandes et de livraison et de réception de marchandises. Et donc, à réception de la facture, la solution va être capable d'automatiser le rapprochement entre le facturé pour le comparer avec le commandé et le livré. Potentiellement, ce sont des factures qui sont éligibles, alors quand il n'y a pas d'écart et il n'y a pas d'incohérence détectée, qui sont éligibles à de l'automatisation à 100%. Puisque dans ce cas-là, une fois que la solution a fait le rapprochement entre le facturé, le commandé et le réceptionné, si aucun écart ou aucune incohérence n'a été détectée et si vous avez activé la fonction de traitement automatique, qui est laissée à votre propre initiative, si vous le souhaitez, et donc on va pouvoir automatiser le traitement de ces factures et enregistrer directement la facture dans l'ERP en bon à payer débloqué et mettre à jour automatiquement toutes les lignes de commande et de réception qui seront clôturées liées à cette facture. Donc, tout ça peut se faire de manière automatisée s'il n'y a pas de détection d'anomalie. Alors, je vois que j'ai une question sur ce. Est-ce que vous avez des comparaisons de bonnes pratiques sur les tolérances de prix à partager, s'il vous plaît? Alors, si vous pouvez préciser la question sur la notion de tolérance de prix. On pourra peut-être y répondre un peu plus tard. J'y répondrai peut-être un peu plus tard, mais je note le point, je vous laisse préciser la question. Ah oui, parce que c'est complètement paramétrable la tolérance de prix. Donc après, c'est selon vos habitudes de traitement, en termes d'écart de prix, mais on pourra bien entendu rentrer dans des détails sur ces sujets-là, peut-être d'une prochaine séance. Donc, une fois qu'on a vu la facture fournisseur, on va avoir désormais la partie facturation client avec un processus qui est le suivant. Donc, également, dans ce cadre-là, Escar propose une solution qui est multicanal et multiformat, toujours pour nous adapter aux attentes de vos clients et non pas les contraindre. Donc, on va avoir une automatisation qui va se faire à 100% à partir du moment de la génération de la facture. C'est-à-dire que lorsque vous, en tant que fournisseur, vous allez générer votre facture, vous allez continuer à la générer comme vous le faites aujourd'hui, alors la plupart du temps, tout simplement au format PDF. Et donc, on a mis en place des automatismes qui vont nous permettre de récupérer ces factures-là pour les transmettre à la plateforme Escar. Et donc, on va faire des traitements sur cette facture-là pour pouvoir extraire notamment toutes les données qui permettront de l'indexer ou de générer le format attendu, soit par la plateforme EDI de votre client, soit demain par la plateforme publique de facturation. On va également à cette étape-là, pourquoi pas, détecter des anomalies, effectuer des contrôles, ajouter des pièces jointes, compléter la facture avec, aujourd'hui, on complète souvent avec des CGV, des mises en forme de type logo ou pied de page. Et donc ensuite, cette facture va être automatiquement diffusée. Donc là, vraiment, depuis sa génération jusqu'à sa diffusion, sans aucune intervention humaine. Et donc, elle va être diffusée par les médias aujourd'hui du choix de votre client final. Demain, elle sera diffusée selon les prérequis fiscaux de 2024. Et donc, une fois qu'elle a été diffusée, elle va être archivée pendant 10 ans. Et on met également à disposition un portail client dans lequel le client va pouvoir retrouver son exemplaire archivé, mais également utiliser ce portail d'un point de vue collaboratif pour échanger avec vous, pourquoi pas contester une facture si vous souhaitez lui donner cette possibilité-là, et également régler cette facture puisque le portail adresse aussi des fonctionnalités de paiement en ligne.
Je vais vous redonner désormais la main. Vous avez parlé de quoi Cyril, si tu m'entends, Cyril, on a des problèmes de son avec ta partie. Excusez-moi. Ouais. Ce que je te propose, est-ce que vous m'entendez avance mieux désormais sur la présentation. Ouais. C'est ce qu'on avance sur la présentation. Donc on va la parole. Ok, merde, merci Cyril. De toute façon, tu peux faire autrement, puisqu'on t'entend pas très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde l'impact des retards de paiement avec Gilles. Gilles, si tu peux juste bien te connecter, soit on t'entend bien, on te voit bien, et je te laisse la parole. Oui, donc, il était dit que durant ce webinaire, je serais un peu le porteur des mauvaises nouvelles, je m'en excuse, mais j'aimerais à nouveau rappeler l'expérience de cette entreprise à plus de 400 000 clients qui, grâce à la fiabilisation parfaite et la fluidité de l'ensemble de son process, arrive à obtenir des résultats extrêmement impressionnants et vraiment très valorisants pour le credit manager. Donc effectivement, il va falloir qu'on parle à un moment des impacts sur les retards de paiement, parce que dans la mise en place et l'implémentation de la facturation électronique, si celle-ci est efficiente, bien faite, bien organisée et bien anticipée, c'est contre ça effectivement que vous allez. Maintenant, on a perdu Gilles. Gilles petit problème de connexion. Ah bah, ça s'est bien passé ce webinaire. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que Gilles nous rejoigne, Cyril, je vois que tu es arrivé. Alors, en attendant que Gilles nous rejoigne désormais, vous m'entendez bien, j'espère. Oui. On va juste laisser Gilles revenir, et ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder. J'avais une question, si vous voulez, je peux Vas-y, Cyril. Je vois qu'il y avait une question, quelles sont les principales échéances pour les factures internationales et le e-reporting B2C? Tout simplement, ce sont les mêmes que pour la facturation électronique. C'est-à-dire que selon votre taille d'entreprise, vous serez concerné en 2024, en 2025 et en 2026. Ok. Parfait. Donc, Gilles m'informe qu'il y a un petit souci chez lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder la partie diagnostic gratuit, et puis Gilles il va se reconnecter. Alors, on parlait de fiabilisation, vous l'avez compris, les échéances, le processus que propose Esker, et puis la fiabilisation de la donnée. Évidemment qu'il va on va devoir faire avant ce qu'on appelle un diagnostic qui va permettre d'identifier pas mal d'informations sur votre base tiers. Ce diagnostic, il est aujourd'hui gratuit chez Altares. Concrètement, vous nous transférez ce que vous avez en termes de tiers. Alors parfois c'est très bien fait, parfois c'est structuré, parfois c'est un peu du vrac sur un fichier Excel. Mais en tout cas, on voit qu'on reçoit de tout, et on va d'abord essayer de homogénéiser tout cela et identifier les tiers. Je vous le disais, à peu près 9 sur 10, on les identifie de manière automatique. Ensuite, on va déjà dire ceux qui sont actifs ou inactifs. On va faire une répartition des tiers par siège et ou par établissement. On va vous donner une classe de risque, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, un petit graphique là qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire, eh bien, sur l'ensemble de vos tiers, est-ce qu'il y en a qui sont à risque élevé, à risque modéré, à risque très faible, voilà, une information sur la partie financière. On va répartir l'analyse par département, par taille d'entreprise et par secteur d'activité. Donc c'est un document assez complet et où on a sur le site d'Altares, je crois que j'ai mis le lien ici, voilà, mais vous trouvez ça sur altares.com. Vous avez un exemple de diagnostic sur le site. En fonction de la qualité de votre fichier, vous pouvez télécharger votre liste de tiers, vous lancez vous-même votre diagnostic et vous recevez par email ce diagnostic via un portail sécurisé. Voilà. Donc, on voulait quand même vous mentionner ceci parce que si on reprend toutes les grandes étapes avant la mise en place de la facturation électronique en 2024, première chose, peut-être faire un diagnostic gratuit de votre base tiers, regarder s'il y a lieu de mettre à jour vos données identitaires. Là, par contre, là, c'est
payant chez Altares. Franchement, c'est vraiment pas des gros budgets. Et vous avez une base propre à intégrer dans votre CRM, ERP, SRM et système d'information. Ensuite arrive la partie facturation électronique avec Esker, et vous êtes prêt en fin de compte à mettre en place toute cette procédure. Alors, Gilles, je te vois revenir. Dis-moi si tu es là. Je suis là, je suis là. Pendant ce temps-là, j'ai une question. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la partie de Gilles qui est très, très importante, sur la partie impact des retards de paiement. Avant que tu reprennes la parole, Gilles, et pendant que tu as encore du courant, il y avait une question de Marlène. Alors, c'est peut-être pour Cyril. Est-ce qu'il y a un volume de factures maximum en cas de choix d'envoi direct des factures à Chorus sans passer par une plateforme de tiers ou un opérateur? C'est plutôt pour les petites entreprises. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un minimum un maximum de factures. Non, en fait, il n'y a pas de notion de minimum ou de maximum, c'est tout simplement du pragmatisme sur le sujet. Je vais vous prendre un exemple. Quand il y a eu la mise en place de la facturation électronique pour les administrations publiques, les entreprises qui ont été assujetties, dans certains cas, ont commencé à saisir manuellement les factures sur le portail. Tout ça, c'est du temps. Je crois qu'à l'époque, j'avais vu une vidéo de différentes étapes pour faire une facture. Ça prenait un peu plus de 3 minutes par facture. Donc, tout simplement, sur ce sujet-là, il faut être pragmatique. C'est-à-dire combien de temps vous allez payer par mois les gens à saisir ou récupérer des factures sur le portail de l'administration publique. De ce calcul-là, on découvrira l'intérêt ou non d'automatiser le processus. Merci Cyril. Gilles, je te laisse reprendre ta partie. Ok. Je pensais pas qu'en disant que j'apportais les mauvaises nouvelles, j'en serais également victime. Donc, désolé, vraiment, petite coupure de courant, le temps qu'Internet se remette en place. Oui, donc effectivement, quand on parle de l'impact des retards de paiement, moi j'ai noté 6 points en particulier. Et c'est vrai que le premier paraît effectivement évident, c'est le coût financier du retard, le coût de l'argent en quelque sorte. Et ce coût de l'argent est aujourd'hui forcément impacté par l'inflation. Donc j'ai fait le petit calcul que vous voyez sur le slide pour montrer effectivement cet impact. C'est vrai qu'avec une inflation à 1%, donc avec un coût de l'argent qui serait de 1%, on en serait entre guillemets qu'à 100 000 euros. Là, aujourd'hui, l'impact est 6 fois plus élevé. Et encore, c'est parce qu'on est en France. J'ai discuté avec nos collègues aux Pays-Bas avec 15% d'inflation de leur côté. Donc, c'est effectivement interpellant de ce côté-là. Mais il ne faut pas prendre en compte que ce coût financier au niveau du retard. Il faut effectivement voir l'ensemble. Et j'aime bien rappeler également le coût du recouvrement parce que il peut être extrêmement élevé. Donc, vous savez que la facture en elle-même représente un coût, hein, la réalisation de la facture. Mais derrière, si vous avez du retard, en fonction de votre organisation, de votre système, mais c'est pour ça que j'ai noté plus ou moins 20% parce que ça peut être très variable. On peut avoir des montants qui sont même plus élevés que celui-là. Donc l'impact est également extrêmement important et à prendre en compte dans l'ensemble du process que vous pouvez implémenter au niveau de la facturation électronique. La dégradation des équipes, on en a parlé également. Moi, j'aime bien rappeler que ce geste qui est de prendre son téléphone et dire à son client vous êtes en retard, ça se passe bien, et pas un geste qui est aussi naturel que ça. Là encore, en me servant de mon expérience, je me souviens d'une entreprise qui avait de multiples agences et qui demandait aux agents, au service commercial, aux assistantes commerciales de faire ce travail de relance. Autant dire que c'était peu ou pas fait et que ça nuisait à l'ensemble de la productivité des assistantes puisque ce boulot était pris véritablement comme une charge et un côté extrêmement pénible. Un point également à rappeler, c'est toute cette trésorerie dehors nous empêche de faire nos investissements et donc c'est une conséquence sur le développement de nos entreprises et pour les emplois à venir. C'est pas pour rien qu'il existe un observatoire des délais de paiement et que l'État
par de multiples occasions chercher à lutter contre les retards de paiement. C'est aussi une des raisons. Et quelque chose qui est maintenant connu dans notre écosystème, c'est effectivement 25% des défaillances qui ont été déclenchées, pas forcément causées, mais déclenchées, à cause de retard de paiement ou d'impayés clients. On a souvent l'exemple d'entreprises qui ont une rentabilité, mais par des problèmes de rentrée d'argent côté client, ont une trésorerie décalée, et ces tensions génèrent à ce moment-là effectivement des possibilités de procédures collectives, malheureusement derrière. Et parce que je pense qu'il faut effectivement bien voir également l'aspect positif du fait de ne pas avoir de retard de paiement. C'est effectivement si pas de retard, c'est une fluidité dans la relation commerciale. Si à le contraire, retard, c'est une dégradation de la performance commerciale. Ça génère forcément une défiance entre fournisseurs et clients. Le fournisseur pouvant reprocher au client de faire mal sa facture, et du coup le client a une image dégradée de son fournisseur, et à l'inverse, un fournisseur diminuera peut-être les limites de crédit ou apportera plus de garantie, demandera plus de garantie à son client pour pouvoir engager et avoir une relation pérenne et développée avec son fournisseur ou avec son client. Donc voilà effectivement pour moi les 6 impacts. Il y a l'aspect financier, il y a la productivité des équipes, il y a les risques sur les investissements, voire la pérennité de l'entreprise, et il y a la performance commerciale. C'est effectivement à ce stade important de rappeler. Merci Gilles d'avoir été agile dans cette prise de parole. Merci à tous. C'était facile à faire. Ouais. Mais merci à tous d'avoir été présents. Cyril, tu es parmi nous, c'est parfait. Ok, merci beaucoup Cyril. Merci aux équipes d'Esquire également d'avoir pu coordonner l'animation de ce webinaire, les présentations, etc. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre après, donc en direct avec vous. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Très bonne journée, merci à tous. Merci. Et encore désolé. Merci, très bonne journée. Au revoir.